Johan, depuis son arrivée en MotoGP, fort de 2 titres de champion du monde Moto 2, il a tout de suite brillé. Donc il a tout de suite en fait créé une grosse attente, tu as drainé une grosse communauté derrière toi. Et voilà, aujourd'hui, Zarco, pilote officiel KTM, effectivement, tout le monde se demande qu'est-ce que ça va faire. Alors, tu parlais du podium de Paul, qui était sous la pluie dans des circonstances un peu particulières. Mais quelque part, ce podium, est-ce qu'il n'a pas un peu faussé tes attentes sur ces essais? Tu t'es dit, finalement, cette moto, elle est capable de faire un podium, je vais monter dessus, je vais être tout de suite aller dans le top 5 peut-être, avec un peu de chance. Et puis finalement, ça a été plus compliqué. Est-ce que ça t'a pas un peu, quelque part, un peu nui? Non, je pense pas, parce que ça m'a boosté, ça m'a fait plaisir d'arriver en me disant ça semble le bon moment. Après, beaucoup de monde s'attendait à ce que je monte dessus et j'aille au moins une seconde plus vite que les pilotes qui avaient dessus. Et ça marche pas comme ça, parce qu'il y a un temps d'adaptation, une manière de piloter un peu différente. Mais surtout, voilà, ma manière de piloter pour atteindre les podiums, ça nécessite aussi que la moto puisse répondre au mieux. Donc, j'étais très neutre sur sur quoi m'attendre. Voilà, que ça soit bon ou mauvais, j'étais neutre et pour prendre un maximum d'informations. Donc, ouais, non, le podium ne m'a pas fait penser que ça y est, je monte dessus et je suis dans le top 5. Tu pensais quand même être peut-être un peu plus performant tout de suite. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as positivé ces débuts en te disant, voilà, de toute façon, il va falloir être patient, ça va prendre du temps, y mettre les moyens, on va y arriver. Mais sur le moment, on t'a quand même senti, pour t'avoir interviewé, et on revient sur le débrief dont parlait David, il y a eu quand même un petit moment de... Bon, après, t'es un pilote qui a de l'envie, qui veut réussir, donc forcément, il faut gérer un petit peu ses émotions. C'est pas toujours facile logique, pour toi. Ouais. Et c'est pour ça que j'arrive, je pense, au bon moment en tant que pilote officiel. J'ai 28 ans, pas mal d'expérience maintenant en Grand Prix, et même une expérience de vie en tant qu'homme qui me permet, là, dans une situation des fois qui peut être difficile, où on donne le max, on voit que l'équipe donne le max, et on n'est pas encore dans les bonnes positions pour jouer des podiums. Eh bien, faut prendre du recul et presque pas se réjouir, mais sentir qu'il y a un gros potentiel et que tout le monde travaille à fond. Et donc, ça, tout de suite après Valencia, j'ai eu du mal à l'intégrer. Après Jerez, je l'ai beaucoup mieux intégré, et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup plus de plaisir à rouler à Jerez. Donc oui, sur le coup à Valencia, ça a été un peu difficile et j'ai pu le faire ressentir. Maintenant, ça m'a, entre Valencia et Jerez, j'ai même encore plus évolué sur moi-même et content de sentir ça. Ça ne veut pas dire que je suis content et je me satisfais d'une 20e place. Non, je suis content parce que je sens qu'on va arriver loin et que j'ai confiance au temps. C'est ça en fait. Eric, est-ce que y a une méthode KTM pour arriver au succès? On sait que ça s'est produit pour le Dakar notamment, où ça continue. Ça s'est produit aux USA avec le Supercross US, où là maintenant KTM est tout au-dessus. En Moto 3, en Moto 2 avec Oliveira. Est-ce qu'il y a une méthode particulière ou vous suivez un peu tous la même méthode? Une méthode particulière, c'est pas vraiment une méthode. En fait, notre logo, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement, mais si tu regardes notre logo, en fait, c'est un podium. Et en fait, il est fait une taille, c'est la première place. Et donc, en fait, on vise que ça. Ouais. Donc, Ready to race, c'est le slogan. Voilà, donc on mettra ce qu'il faut en place. Et Stéphane Pireur, là-dessus, il est intransigeant. On mettra ce qu'il faut en place pour être devant. Ce qu'on a fait aux États-Unis, parce que pendant des années, on a galéré aux États-Unis. On a perdu des grands champions parce que ils n'en pouvaient plus avec notre moto. Et du jour où Pete Barrier a réussi à convaincre Roger de Coster de nous rejoindre, bing, ça s'est fait. Pete Barrier, ok, c'est un mec qui a une énergie incroyable. C'est un directeur sportif, c'est pas un technicien. Non, Est-ce qu'il ne manque pas aujourd'hui chez KTM pour le projet MotoGP un homme magique comme est Gigi Dall'Igna aujourd'hui chez Ducati? Depuis qu'il est arrivé fin 2013, la Ducati était plus nulle part, et là aujourd'hui tout le monde s'accorde pour dire que c'est peut-être la meilleure moto du plateau. Est-ce qu'il manque pas justement quelqu'un pour
pour inventer autre chose aujourd'hui chez KTM sur ce projet qui, on le rappelle, est aujourd'hui autour de Mike Leitner, des gens venus de chez Honda. D'ailleurs, la KTM ressemble beaucoup à une Honda sur son principe. Alors qui y manquerait? Justement, parce qu'on a Gigi Dall'Igna, on en a entendu parler cette année, au-delà du rachat de Ducati par KTM, Red Bull serait prêt à mettre beaucoup d'argent sur la table pour le faire venir et pour avoir justement cet ingénieur qui pourrait faire la moto capable de gagner en MotoGP. Bon, après, il ne la fait pas tout seul, il a aussi des ingénieurs. Donc, ouais, mais c'est lui qui les choisit. Oui, mais bon, je pense que chez KTM, ils ont aussi beaucoup investi dans des ingénieurs. C'est quand même le département motorsport qui a embauché le plus de personnes de tout le groupe. Ils ont des jeunes ingénieurs qui ont plein d'idées. Alors après, effectivement, il faut peut-être aussi entourer tout ça. Et je pense qu'au niveau motorisation, alors bon, j'ai pas roulé avec la moto, mais je pense que Johan a pu voir qu'au niveau motorisation, c'est pas trop le souci. Après, il faut faire évoluer le châssis pour que tout ça fonctionne et que ça fonctionne bien pour offrir une moto qui puisse permettre à Johan de gagner. C'était la problématique chez Ducati. Ils avaient un super moteur, mais une moto qui voulait pas tourner, qui était difficile à piloter. Et c'est justement cette moto qui a progressé dans ce sens. Tout le parcours que Ducati a pu faire, je pense que KTM aussi en prend compte. Et là, si à un moment on a des difficultés, alors je pense que ça serait une question à se poser. Mais là, on a tout en main pour y arriver sur le papier en tout cas. Et même Dani Pedrosa en pilote test, on en a parlé juste avant. Moi, je crois que là, on a tout en main et ça, l'exploiter et voir où ça nous mène. Ensuite, si à un moment donné, on ne peut pas faire mieux qu'un top 10 ou un top 5 et que s'il nous manque quelque chose pour aller gagner ou jouer un titre mondial, ça sera une réflexion, mais elle n'est pas à se faire maintenant, ça c'est clair. Renaud, le pilote qui a fait le tout premier backflip en Europe et en France, c'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément de respect, pour qui j'aurai toujours énormément de respect. À chaque fois que je le croise, c'est une certaine dose d'émotion parce que je me dis que ce gars-là, il n'a pas attendu que les modules conventionnels arrivent, il n'a pas attendu les bacs à mousse, il a juste pris son courage à deux mains, il est parti fabriquer une rampe dans la nuit et le lendemain il faisait un backflip sur le dur. Alors nous, on est tous tombés sur les fesses en regardant ça. Moi le premier parce que j'adorais le freestyle, j'en faisais pas à l'époque et quand j'ai vu ce gars-là, je me suis dit que moi aussi un jour peut-être j'essaierai de faire ce genre de bêtises. Puis un jour le rêve s'est un peu réalisé parce que j'ai rencontré Renaud et puis je l'ai vu travailler. C'est surtout quelqu'un qui roulait avec le cœur, surtout quelqu'un qui faisait ce qu'il avait envie, quelqu'un qui faisait du freestyle pour vivre convenablement sa passion. Et c'est ce qu'après par la suite on a essayé de faire avec mon petit frère, mais on l'a fait peut-être en accentuant la dose de travail parce qu'en freestyle on ne voulait pas faire un simple backflip, on voulait faire un peu plus. On voulait nous aussi prouver à Renaud qu'on était capable de faire non seulement un backflip mais faire des choses en plus. Donc lui nous avait mis le pied à l'étrier en faisant un backflip, nous on lui montrait qu'en travaillant encore plus on allait pouvoir l'épater et moi épater un mec pour qui j'ai énormément de respect c'était un peu mon but. Donc j'espère que ça a marché. Alors il avait des techniques assez imaginatives. Par exemple, pour ne pas s'embêter à sortir de la mousse, il mettait des épaisseurs de matelas les uns sur les autres, de manière à pouvoir se poser sur la mousse au lieu de rentrer dans la mousse et d'être totalement amorti. Donc lui il se posait sur la mousse et il repartait en marchant du bac à mousse. Il était vraiment freestyler dans l'âme, c'était pas un énorme travailleur. Et c'est pour ça qu'il a coupé assez court au freestyle motocross. De par ses blessures, parce qu'il a pris des risques, et puis d'autre part parce que la dose de travail qu'il fallait s'insurger était peut-être un peu grosse. Heureusement le stunt n'a pas suivi la voie du FMX. Parce que le motocross freestyle, là par contre c'est devenu triste. J'ai toujours fait ça dans un but d'amusement, en gardant de la marge pour justement... Et de la lucidité. Et de la lucidité, ouais. Au sujet de cette histoire de Renaud et un backflip 15 ans après,
c'est que ce sont des pilotes qui ont l'âme des freestylers dans le sang. Aujourd'hui, les freestylers sont ni plus ni moins des pilotes qui travaillent énormément, ce sont presque des gymnastes de haut niveau. Ils travaillent tellement qu'il n'y a plus de place au hasard. Or, le freestyle, au tout début, c'était une part de hasard. C'était du freestyle, c'était pas toujours calculé. Et Renaud, ça a été vraiment le parfait exemple. Il avait un show avec un backflip à faire, et dans la semaine avant, ça le stressait pas plus que ça. S'il pouvait pas s'entraîner, ça coulait de source, et c'est pas pour autant qu'il n'aurait pas fait le backflip. Il se jetait comme un véritable pilote de freestyle. Donc aujourd'hui, 15 ans après, il a refait un backflip sans vraiment le travailler. C'est du freestyle. Salut à tous et bienvenue à Heron Motors. Nous sommes ici pour l'événement des motos classiques et anciennes et ici pour fêter aussi les 25 ans de la Speed Triple. Alors pour fêter dignement l'anniversaire, on s'est dit qu'on allait essayer la toute dernière sur le circuit Carole, la Speed Triple RS. Un modèle beaucoup plus sportif qu'auparavant, avec 150 chevaux, 117 Nm de couple, un vrai petit missile, assez léger, assez maniable, beaucoup plus maniable qu'auparavant. Il faut dire que la Speed Triple avait un peu une réputation de camion, c'était le roadster musclé mais aussi très difficile à emmener. Triumph a vraiment très bien corrigé le tir. On a une partie cycle qui réagit très bien, signé Öhlins au niveau suspension, un freinage Brembo plus qu'efficace. Alors aujourd'hui on était un peu sur des œufs parce qu'il pleuvait, il fait froid, on n'a pas beaucoup de chance avec la météo, mais c'était quand même assez suffisant pour se donner une idée de ce que donnait la Speed Triple. Un modèle, somme toute, électroniquement parlant, très riche, parce qu'on a un traction control, on a énormément de modes accessibles dès le tableau de bord, depuis les commodos. Des commodos qui servent aussi à démarrer la machine, car il n'y a plus de clé, c'est un transpondeur. Alors Triumph est dorénavant dans le luxe, mais il ne faut pas oublier que la Speed Triple, c'est quand même un engin à la base qui est censé être un café racer, un modèle un peu roots. D'ailleurs, pour fêter les 25 ans, quoi de mieux qu'avoir toutes les générations de Speed Triple ici. Et d'ailleurs, pour parler de la toute première, j'ai la chance d'accueillir Luc de la Grange Mécanique, qui est un vrai spécialiste de ce modèle. Salut Johan. Enchanté. Alors, présente-nous la fameuse première génération de Speed Triple, la fameuse T3 comme on l'appelle. Alors c'est le modèle T301 plus exactement, Ouais. parce que tous les T3, on va voir les Daytona, Trident, Sprint, etc. Donc là c'est le T301, donc le vrai premier café racer néo-rétro qu'on a pu découvrir en 94, que Triumph a sorti, avec une base plus ou moins de Daytona. Donc c'est une Daytona complètement décarénée. Oui, c'était à la base une sportive naked, hein. C'était une sportive dépouillée. Avec une boîte 5 spécifique sur celle-là, D'accord. contrairement aux boîtes 6 qu'on retrouve sur les autres modèles. Donc c'est une moto qui est pas si difficile à conduire comme tu as osé le dire tout à l'heure. C'est une conduite un peu à l'ancienne. On a vraiment une position à l'ancienne, vraiment allongée, un peu comme sur les motos des années 70 qu'on a pu connaître. Donc c'est vrai que c'est un petit peu c'est une moto d'homme. Alors justement à cette époque, c'était un peu l'époque rock'n'roll, années 80, il y avait des couleurs un peu spécifiques. On a notamment ce fameux orange. Exactement. Alors ça, c'est pour moi, personnellement, c'est la vraie couleur du Speed Trip. Chaque modèle a sa couleur spécifique. La Daytona, c'est jaune, etc. Le Speed Trip, pour moi, c'est orange. Après, il y a l'autre couleur, la noire, qu'on a juste à côté. Noir, beaucoup plus classique, beaucoup plus café racer. Mais beaucoup plus ambiance Ace Café. beaucoup plus sauvage, excuse-moi, beaucoup plus sauvage dans le look en fait. Le orange, le noir, il y a aussi une jaune qui est sortie un peu moins connue. On en a une sur le stand d'ailleurs en exposition. Oui, les Japonais faisaient beaucoup plus dans le réplica et Triumph faisait beaucoup plus dans le classique. C'était encore assez criard à l'époque. Ouais. Même les ZZ 1100, les Jex étaient un petit peu criardes avec du dessin partout. D'ailleurs, là, c'était vraiment très soft. Au niveau couleur criarde, je crois que les générations suivantes ont tenté des choses un peu plus... Disons que les Anglais se sont un peu lâchés comme on les connaît, avec des couleurs, des choix de couleurs un peu particuliers. C'est quand on est passé à la fameuse injection. Exactement. Alors justement, la génération suivante, la génération injection, a ses fans aussi. Nous avons la chance d'avoir Franck, spécialiste de T5 et compagnie, qui est un grand dingue de cette génération. Oui, tout à fait. Tombé dedans depuis 99 avec ma première Speed Triple roulette green. Et j'avoue que depuis ce temps, ça n'a pas démordu. Je suis piqué à la Speed Triple. Et après avoir eu même plusieurs modèles de Speed Triple, même des modèles à carburateur, des T301 personnels aussi, j'avoue que je reste branché sur le 955i injection. Alors qu'est-ce qui fait justement le charme de cette machine? Alors le charme de cette machine par rapport à la T301,
qu'est-ce qu'on a? On a quand même une belle amélioration avec un cadre alu. Donc on allège la machine par rapport au T300 d'à l'époque. Ouais. Un cadre alu, moteur en 955 cm3. Un cadre apparent d'ailleurs. Cadre apparent, alu, Magnifique. monobras, un superbe monobras avec une superbe jambe de 5 pouces. Son arrière, alors on va se le permettre, son small ass, Voilà. le petit cul, comparativement à ce qu'on verra plus tard, un autre modèle. Alors justement, un fat ass comme on dit Justement. vulgairement, t'en as un juste À là. partir de 2001, on a le Fat Ass. Donc là, dans ce coloris particulier qui est le roulette green, un coloris très flashy qui a vraiment plu aux gens dès 97 sur les premiers modèles, mais les Anglais ont vraiment fait très fort sur la couleur. La particularité de ce nouveau modèle depuis 2001, le Fat Ass. Pourquoi Fat Ass? Parce qu'elle a les hanches quand même bien larges cette machine. Et du coup, on est passé après à la Et 1050. on est passé à partir de 2005 sur la 1050 pour remplacer sur la même génération, la même base de génération moteur de cette seconde génération de 955. On a augmenté la course et on est passé en 1050. Super, merci beaucoup. Merci. Salut Jeff, Salut Mickaël, ça va? ça va et toi? Merci de nous accueillir chez toi. Mais de rien, On est aujourd'hui à l'Esnevin, exactement. un petit village perdu au cœur de la Bretagne, C'est ça. qui a un lien direct avec les Grands Prix. Exactement. Allez, viens, je vais t'expliquer tout ça. Super, merci. Alors, je te laisse rentrer dans la boutique. Alors, ça y est, on rentre dans ta boutique. Super, dis donc, il y a plein de vis de couleurs, de toutes les couleurs, c'est incroyable. Oui, Alors, ton cœur de métier, c'est la visserie moto. c'est ça. La visserie ProBolt, c'est ça? Exactement, la visserie anglaise ProBolt. C'est anglais et toi tu es distributeur. Sur la France. Alors, quel rapport avec toutes ces vis et les Grands Prix moto? Alors, aujourd'hui, en Grand Prix moto, en compétition plus particulièrement et en GP, ils sont à la recherche de poids. Et toute la visserie qu'on propose est entre autres disponible en titane. Le titane est 60% plus léger que l'acier d'origine. D'accord. Et sur une moto de Grand Prix, par exemple, on peut gagner jusqu'à 4 à 5 kg, ce qui est pas négligeable. D'accord. Toute ta visserie titane? Toute la visserie n'est pas en titane, on la propose en 3 matériaux. En aluminium 7075, en acier inoxydable A4 316 marine et en titane grade 5. Mais alors, Jeff, comment est née ta passion moto? Alors comment est née ma passion moto? Quand j'étais branleur, à l'âge de 12, 13, 14 ans, je regardais les GP À la télé. enregistrés sur VHS, Ouais, les regarder moi, encore pareil. toujours exactement. L'époque d'Olivier Jacques, Biaggi et On a autres. les mêmes cassettes à la maison. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de plus, ces visseries pour le GP? Alors, si on prend l'exemple du GP pur et dur, donc sur le titane c'est un matériau qui est 45% plus léger que 45%. que l'acier inoxydable. Je vais te montrer tout simplement. Si tu prends deux vis identiques en termes de taille, je te laisse les sous-peser. Donc, tu as une vis en acier, D'accord. une vis en titane. Effectivement, on sent beaucoup moins la masse, celle-ci. Exactement. Et alors, ce traitement de noir, qu'est-ce que c'est exactement ce traitement noir par rapport à celui-là? Alors, ce traitement noir, c'est un traitement particulier qu'on est les seuls à faire. Ça s'appelle un traitement DLC. C'est un traitement noir qu'on peut aussi retrouver par exemple sur les bas de fourche Suzuki ou alors sur les montres haut de gamme comme les marques Rolex ou autres. D'accord. Par exemple, le traitement de ces vis qui sont faites à l'unité sont Ouais. faites exactement au même endroit que chez Rolex. Alors, il paraît qu'à 50 ans, il faut avoir au moins une Rolex. On peut au moins avoir une vis qui vient de chez Rolex. c'est déjà Exactement. pas mal. Exactement. Donc ça, on peut avoir une moto très haut de gamme. Exactement. ProBolt équipe combien de teams sur les Grands Prix? Ça représente quoi? Alors, il y a plusieurs catégories de teams qu'on équipe. Il va y avoir les officiels qu'on sponsorise, comme par exemple marque VDS, ou D'accord. alors toutes les écuries KTM pour qui on fabrique la visserie. KTM Factory? KTM Factory Racing, Carrément. Red Bull, donc que ce soit en Grand Prix, en Formule 1, En F1 également. en F1, pour le Paris-Dakar. Mais à côté de ça, nos vis sont recherchées, donc 80% du paddock s'équipe chez nous directement. Alors, tu veux dire que les vis que tu vends ici à l'Esnevin, moi, motard lambda, je peux commander les mêmes vis qu'il va y avoir sur les Formule 1 comme sur les motos de marque VDS ou en Grand Prix? Ce seront exactement les mêmes. Alors ça, c'est vraiment impressionnant. Alors, on peut gagner combien de kilos sur une moto en changeant toute la visserie? Ça peut varier, mais on peut parler de 2 à 4, 5 kilos sur une moto, donc sur une grande... c'est conséquent. Exactement. Merci Jeff et félicitations. Mais de rien. Et puis à bientôt sur les Grands Prix. On Alors. se voit très vite sur les Grands Prix. À Au bientôt. Mans. Salut. Ciao. Dingo, bonjour. C'est un plaisir de te retrouver. Merci. Tu es ici, juste à côté, tu es devant Audi, dans le hall 4, mais juste à côté du hall de la moto. C'est un hasard.
Non, c'est parce que j'ai toujours fait des ponts entre la moto et la voiture. Quand j'avais des sujets moto à l'époque où j'étais journaliste, quand il y avait des sujets moto, j'amenais les voitures. Et puis surtout, quand je faisais des sujets pour les journaux automobiles, 1 sur 2, j'amenais une moto. Toujours. Parce que pour moi, j'ai toujours été passionné des deux. Pour moi, c'est la même démangeaison. La moto, c'est cette partie du corps qui démange et la voiture, c'est celle-là en bas à droite. Et pour moi, c'est ça qui est génial. Donc cette expo-là, t'as combien de clichés à toi? À peu près 180 clichés sur 40 ans d'imagerie que j'ai pu faire automobile et moto. D'accord, donc c'est des images mixées, auto, moto? Absolument, absolument. Toi, tu collabores avec Furigant depuis combien de temps? Une vingtaine d'années. Ouais. C'est des rapports humains, tout ça, c'est des sensibilités communes. Et moi, je sais qu'à l'époque, j'empruntais des blousons quand je faisais justement des sujets moto. Je prenais Furigant parce que j'aimais bien les couleurs. Et puis, on a tramé un relationnel et on ne l'a jamais perdu. Chaque année, ou presque, tu fais des images pour Furigant. Ouais. Si tu devais en retenir 3, on va dire. Alors, les 3 plus marquantes, les séances photos les plus marquantes et entre le résultat, la réalisation. Alors, j'en ai 3 et j'en ai une où il y a eu un truc magique parce que la photo c'est quelque chose de particulier parce que il y a du mental, c'est la technique où on doit savoir faire une belle photo et puis il y a de l'émotionnel, c'est la créativité. Et j'ai une photo là qui est unique, pratiquement unique, où et la créativité et le mental, la technique n'ont rien eu à faire. La photo elle est venue d'un truc qui se passe une fois tous les 10 ans. C'est le top 1. Après on avait fait une photo avec un vieux pick-up. On était en Espagne et on avait fait une photo en contre-jour. On a eu 30 minutes pour la faire, où j'ai tout rééclairé. Et ça, c'était une photo forte en technique photo. Là, c'est une photo plutôt mentale. Alors, je vais te demander la 3e. La 3e, c'est une image qui est là également, où c'est dans une usine où j'avais fait avec une Harley. Et j'aime bien, moi je l'ai mise là parce que j'aime beaucoup cette image pour une raison esthétique et l'émotion qu'on a en la regardant. Merci Dingo. Le prochain tournage pour Furigant, c'est bientôt? Dans 15 jours. Donc juste après le salon, tu vas enchaîner. C'est des photos qu'on décline en vidéo. C'est des photos qui ont été fortes pour Furigant, donc 2 blousons qui se font tirer par des motos et je les décline en vidéo. Tu fais des photos de nu des fois? J'en ai fait beaucoup. Parce que j'ai pensé pour Sans Concession, une petite image de l'équipe, on en reparlera de ça. Volontiers, en table dancing. Merci, ça m'a fait plaisir de te voir. À bientôt. Salut. La rubrique Web Atelier vous est présentée par La Bécannerie, tout l'univers du 2 roues. La Bécannerie, c'est du choix avec plus de 500 marques et plus de 200 000 références. Une livraison rapide grâce à notre logistique performante. Un service client composé de spécialistes 2 roues et un SAV réactif. La Bécannerie, toutes les pièces, équipements et accessoires pour votre 2 roues. On est avec Nicolas qui travaille chez Honda Moto 91. Certains motards roulent l'hiver, mais d'autres motards laissent leur moto au garage, au chaud, pendant toute la durée hivernale. Donc qu'est-ce qui peut se passer au sortir de l'hiver quand un motard retouche pour la première fois sa moto, par exemple? Il peut se passer qu'il provoque une fuite au niveau des joints speed-fourche. C'est-à-dire qu'il colle? Les joints, par l'immobilité, peuvent coller effectivement sur le tube. Et lorsqu'on va déplacer la moto, lorsque la fourche va s'enfoncer un petit peu, ça va endommager la lèvre du joint et on va se retrouver avec une fuite d'huile importante. D'accord, donc avant même de bouger la moto, il faut faire quoi? Alors idéalement, c'est au moment où on va arrêter la moto qu'il faut mettre un petit peu de lubrifiant sous le joint, manipuler un petit peu la fourche pour que ça se lubrifie correctement. Tu nous montres? Oui. Hop. Après, on passe de l'autre côté. Simplement. Et après, on actionne la fourche. Okay. Et après, on actionne un petit peu la fourche. Et ça peut économiser jusqu'à combien? Parce qu'un joint spi, changement de joint spi, c'est toujours désagréable. Enfin, c'est pas dangereux, mais... Ça peut vous faire une opération à 150 €. Ah oui, donc précaution utile, un petit coup de graisse sur les fourreaux. Un petit peu de silicone. Un petit peu de silicone et c'est reparti pour, tout à fait. Pour la fin de l'hiver. Bon, merci Nicolas pour cette astuce pour les motards qui laissent leur moto au chaud pendant l'hiver. Je crois que ton collègue a une autre petite astuce à nous révéler. Oui, tout à fait, Manu. Ok, voilà. allez, on va accueillir Manu. Deuxième astuce, on est toujours chez Honda Moto 91 et c'est Manu qui va nous expliquer comment on peut retirer une vis dont on a foiré, c'est le mot, la partie cruciforme. Moi, ça m'arrive très souvent. Manu, là, imaginons que j'ai donné un coup, parce que c'est moi qui m'en suis occupé et j'ai tout foiré, j'arrive pas à la retirer. Et là, je sais pas quoi faire.
Il suffit d'avoir un élastique à portée de main. Ouais, un élastique. Vous le prenez, vous le mettez sur la partie où il y a la vis. Vous le maintenez un peu en pression. Ouais. Vous prenez votre tournevis cruciforme, vous le placez dessus, vous essayez de trouver l'empreinte. Et parce que la matière plastique, ça évite que le tournevis rippe. Et après, vous pouvez dévisser. Que ce soit d'accord, pour la moto, même si tout est un peu endommagé. Après, il y a endommagé et endommagé. Ouais. Quand vous avez affaire à une vis qui soit légèrement endommagée et que votre tournevis n'arrive pas à gripper dessus, c'est un bout de caoutchouc, vous le placez dessus. C'est un truc qui est répandu, qui est connu ou pas trop? J'ai vu ça sur Internet une fois. T'as vu ça sur Internet? Oui, et c'est vraiment utile. Quand vous n'avez rien à portée de main, un d'accord, petit bout d'élastique, que ce soit pour la moto, pour la voiture, ou pour un meuble de cuisine. Des fois, peut être, dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne. Merci Manu. Merci. Hommage donc à Bertrand Sébillot, Face Sébille, grand journaliste de la presse moto, Moto Journal, vainqueur des 24 heures du Mans, pilote émérite. On reçoit Michel Aubois, qui l'a bien connu, ancien concessionnaire, Scratch Moto Kawasaki. Bonjour Michael. Pierre, tu vas nous parler un petit peu, toi qui l'as bien connu, au sein de Moto Journal, de sa carrière, de qui était Bertrand. Bertrand, c'était un mec assez extraordinaire, en fait, que moi j'ai découvert en étant jeune journaliste, qui était déjà à Moto Journal quand je suis arrivé. Et c'est quelqu'un qui était déjà une espèce d'idole pour beaucoup de motards, dont je faisais partie. Pour toi, Michael aussi, j'imagine. Et parce que tout simplement, il faisait des choses assez extraordinaires pour l'époque. Et il avait aussi une capacité à être proche des gens, une capacité à se mettre à leur place, à les écouter, à leur donner des conseils qui n'étaient pas donnés à tout le monde. Et donc Bertrand, moi je l'ai connu comme ça. Il m'a d'ailleurs au départ montré comment rouler sur un circuit de façon tout à fait pédagogique. Pour ça, il était très très bon pour plein de choses aussi. Très pédagogue et très proche des gens. Sur le pilotage, sur les réglages moto, il était très précis sur les réglages de suspension. Tu l'as connu en tant que pilote, et c'est vrai qu'il était très fin metteur au point, Bertrand. Complètement. Moi, je faisais déjà les 24 heures depuis très longtemps, mais bon, il m'a amené à un côté professionnel avec une analyse des recherches de performance, mais des recherches de mise au point qui étaient assez exceptionnelles et qui étaient vraiment très intéressantes. J'ai découvert ce côté pro avec donc Bertrand, et ça a été vraiment très intéressant et ça m'a fait progresser. On viendra dessus tout à l'heure parce que tu as des très belles expériences avec Bertrand en endurance, mais on regarde tout de suite des images de ces 24 heures du Mans 1999, deuxième fois que Bertrand remportait le guidon de la Kawasaki officielle ici présente, sur la 11, deuxième fois qu'il remportait 24 heures du Mans. Et sur ces images, on voit Bertrand dans la dernière minute des 24 heures du Mans au guidon de la 11, mais aussi on voit Richard Almet qui est là avec l'Aprilia, c'est ça, c'est la première fois qu'une Aprilia a roulé au Mans, et on le voit forcément en wheeling, tandis que Bertrand va remporter, tu es en wheeling. Ah, c'est un super souvenir, puisque donc, dès que j'ai pu, par mon activité nouvelle de concessionnaire, participer enfin à des courses avec des motos, avec des bonnes motos, l'année 99 a été formidable, parce que l'arrivée de Bertrand, la Kawa qui gagne, j'étais concessionnaire Kawasaki, j'ai roulé avec une Aprilia, certes, mais le cœur était dans les verres. Et puis c'est arrivé où je finis en wheeling, je vais dans les stands Kawa après, on rentre au magasin, là c'était bon pour l'activité, il faut le dire. Et puis ces images d'arrivée de Bertrand, moi je finis en wheeling, voilà, des super souvenirs, on beaucoup d'émotions. voit le poster Kawa avec Bertrand à la sortie de la chapelle, l'ancienne chapelle où ça partait en wheeling à la sortie sous la Dunlop, là, c'était fabuleux, très belle photo. Et oui, l'ancien tracé c'était quelque chose. Sébille, c'était aussi un expert de wheeling, on en a vu beaucoup dans les essais Moto Journal, l'essai que je lisais petit qui m'ont fait rêver, et Sébille, voilà, il y avait ce besoin de vitesse et de wheeling aussi. Alors, de toute façon, Sébille était quelqu'un qui était, il le dit lui-même d'ailleurs, qui était considéré un peu comme un cintré, il l'a écrit d'ailleurs dans Moto Journal, qui était considéré comme un cintré dès le lycée. Il a commencé la moto, il a aimé la moto très tôt, comme beaucoup d'entre nous, c'est juste une rencontre à l'occasion, lui, de ses 5 ans. Il était avec ses parents, ils attendaient le bac à l'île de Ré. Et bien, à ce moment-là, il était dans la voiture, dans la Dauphine familiale. Et Bertrand attendait le bac avec ses parents, et tout d'un coup, ils ont entendu du bruit, et c'était une bande de motards. Et Bertrand a dit « Waouh !» C'est ça que je veux faire. Ah, c'est ça qu'il dit. Et c'était le début de sa passion. Et toute la suite de la vie de Bertrand a été axée sur la moto, s'est renforcée progressivement avec son frère Vincent, son frère aîné, avec qui il courra quelques années plus tard. Mais Bertrand vivait sa passion à fond. Et quand on dit à fond, c'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est pas simplement une formule, c'était aussi vrai
en vitesse. Alors je me souviens effectivement, puisque Bertrand a communiqué la passion moto, comme il l'a vu petit, il l'a communiqué à beaucoup de lecteurs. Et je me souviens arriver en stage à Moto Journal, premier jour de stage, je mets un pied à la rédaction, Bertrand arrive peu après, et il nous parle d'un épisode d'une entrée de périph' où il a failli tomber, il est parti en glisse sur du gasoil, il a traversé les deux voies en glisse, il a raccroché au bord du trottoir, c'était à l'entrée en venant de la 13, et sa phrase à Bertrand, « Heureusement que j'étais vite, sinon je tombais ». Ouais, c'était sa grande théorie en fait. Il avait des théories comme ça qui nous faisaient peur, incroyable. objectivement, quand vous êtes motard et que vous aimez la vie, mais Bertrand aussi aimait par-dessus tout la vie, eh bien, c'est des choses qui nous faisaient peur. Et notre théorie, c'était de dire, plus je passe vite à un endroit, moins je risque quelque chose, puisque j'y passe moins de temps possible. Alors effectivement, ça peut s'entendre, mais d'un autre côté, c'est assez mais Bertrand délirant. avait, comme tu disais Michel, cette façon aussi de transmettre son savoir et d'analyser les choses. C'était pas un fou, parce que après cette boutade incroyable à la Joe Bartim, qu'il a inspiré aussi, c'était les années barre 2 à Motojournal, il a analysé, et quand on écoutait son analyse du fait, on comprenait, c'était logique en fait, on pouvait dire oui. Ah bah complètement, tout ce qu'il nous disait, ça, en fait on y réfléchissait un petit peu, on se disait bah oui, c'est ce qu'il fallait faire, mais on n'y avait pas encore pensé quoi. Et donc on va parler de la ZX12, une moto de 230 chevaux que vous avez engagée avec Scratch Moto, avec Bertrand Sébillot. Oui, bah à l'époque, c'est vrai que chez Kawasaki, on n'avait pas tellement de motos pour faire de l'endurance. Moi, je faisais de l'endurance les 24 heures du Mans et le Boulder depuis 1983. Je voulais pas m'arrêter là. Il y avait une petite faille dans le règlement. On pouvait engager des motos en catégorie Open avec la cylindrée illimitée. On s'est mis à préparer une ZX12R et on a monté 230 chevaux dedans. Oui. Et Kawasaki, c'était l'époque où Kawasaki avait décidé d'arrêter l'endurance. Donc j'ai eu la chance, en contactant Christian Bourgeois, de pouvoir récupérer toutes les pièces qui étaient sur la ZX7R, les fourches, bras oscillants, tous les bons freins, les gros freins. Et donc on a fait une moto très très particulière, très originale. Et j'ai même récupéré Bertrand Sébillot, qui était l'ancien pilote officiel Kawasaki. Et c'est lui qui a fait le développement de cette moto-là et qui est tombé complètement sous le charme de la moto et qui a eu envie, qui s'est éclaté complètement à faire du développement. Et on a bossé sur cette moto, on a été faire des essais un petit peu partout. Et donc, on avait fait une moto très, très performante. Parce que Bertrand a été pilote de développement Kawa, mais il développait aussi sur route, parce que la ZX12 sur route, elle allait très vite aussi avec lui, guidon. Elle allait déjà très, très vite, la moto. Alors déjà, donc, après, elle a été essayée d'ailleurs sur la route. Oui, tout à fait, au Motojournal avec Vincent. Elle avait été essayée, complètement. Et les titres, c'était Vert de peur. Parce qu'en fait, on avait rétréci la moto, on avait mis le bras oscillant de la 750, qu'on voit ici. Donc c'était pas tout à fait la même stabilité parce que la moto était moins longue, mais elle était plus maniable pour rouler sur un circuit, donc c'était plus efficace. Mais Bertrand s'amusait avec cette moto-là. Ouais, donc, complètement. Très performante en début de course, elle est mise hors classement, un peu en moto fantôme un petit peu. Oui, a priori on a fait peur à la concurrence et ils ne voulaient pas que ce soit une moto catégorie Open, donc il ne faisait pas un championnat complet qui puisse gagner. Bon, on n'avait pas encore gagné, mais bon, c'est vrai qu'on a été mis hors classement et donc on a fait même le premier ravitaillement avec des draps qu'on avait récupérés à l'hôtel. On avait fait la moto fantôme. Et comment se termine cette course ? Hélas, par une petite chute et on tord un petit peu le vilebrequin, donc on n'a pas été très très loin. Mais c'est dommage parce que la moto était très performante et il y en a plein qui s'en souviennent parce qu'a priori, ça prenait beaucoup de place sur la piste. Ouais, en 2001, ça a été un épisode médiatique très fort. Et puis on arrive à 2004 où tu engages encore avec Bertrand une ZX10 que là Bertrand a développée au Japon, pilote de développement Kawasaki. Oui, c'est ça. Bertrand était en fin de carrière aux sportives et il avait été chargé de faire du développement pour cette fameuse ZX10R qui allait sortir. Donc c'était pour lui, il voulait gagner avec cette moto-là avant de finir sa carrière aux sportives. Alors on l'a engagé 2 fois, hélas on a eu des petits problèmes à chaque course, mais bon on l'a engagé aux 24 heures du Mans et au Boulder, et j'avais une aide de Kawasaki aussi assez importante pour cette moto-là, et il y avait Bertrand qui était encore sur la moto, et qui continuait son développement, mais là avec une utilisation circuit. Et donc 2004, après le Boulder, le lendemain, Bertrand, en allant chez Kawasaki, a l'accident qui va mettre un fin à sa carrière de pilote. Oui, là, c'est le lendemain de la dernière course qu'on avait fait ensemble. On avait même fait une petite fête un petit peu sympa parce que c'était son anniversaire juste pendant la semaine du Boulder. Donc il avait été surpris, on avait été acheter le gâteau, enfin on avait fait la petite fête, quoi. Il avait été vraiment très heureux de redécouvrir cette ambiance-là. Et hélas, le lendemain, l'accident. Et donc après 2004, après son accident, Bertrand, c'était plus tout à fait la même chose. Il a continué à fréquenter Motojournal, Kawasaki.
Pierre, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Il s'est d'abord remis, ça a pris pas mal de temps. Et puis, il a continué à graviter, comme on dit, dans le milieu un petit peu du journalisme, de la compétition, bien sûr, avec Kawasaki. Et puis, progressivement, on l'a vu de moins en moins. Voilà. Et il nous a quittés suite à un cancer généralisé jeudi dernier. Voilà. Merci beaucoup, Michel, d'être venu témoigner. Merci, Michael, et surtout un grand merci à Bertrand pour tout ce qu'il a pu nous apporter. Alors Philippe, là tu nous as emmené un peu dans le vif du sujet parce qu'on est dans l'usine qui fabrique les moules qui servent à la fabrication de toutes les pièces. Voilà, c'est ça. Parce que dans un top case, il n'y a pas que la base, le dessus. Comme je disais tout à l'heure, il y a une cinquantaine de pièces. Et donc on va trouver ici des moules depuis les toutes petites pièces, les bouts de charnière, de serrure, etc. jusqu'aux moules plus importants. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est les pièces qu'on a vues tout à l'heure dans le bureau de recherche et de développement. Voilà. Oui, tout à fait. Et là, par exemple, voilà, ça va être typiquement le moule d'un couvercle. D'accord, donc on voit bien l'empreinte. Voilà, donc on est parti d'un bloc de matériaux, donc ça peut être de l'aluminium, ça peut être de l'acier inox, et on va usiner jusqu'à obtenir ça. Et donc on usine dans ces machines-là. C'est ici que ça se passe. Donc voilà, en fait, vous recevez les blocs et après c'est taillé dans la masse. Dans la masse. Donc on avait des machines plus ou moins anciennes, ça c'est les 3 axes, et on a rentré cette toute dernière machine qui fait 5 axes, c'est-à-dire que comme ça, horizontalement, verticalement, et puis on peut faire des inclinaisons aussi. Et là on voit, c'est en train justement d'usiner complètement à partir du bloc. Et donc là la machine en fait elle est en train de découper et de précisément suivre ce qu'on a vu tout à l'heure en informatique. Le dessin qu'on a vu. Voilà, pour créer le moule qui va servir, alors le couvercle ou la base du top case là visiblement. Ouais, là ça doit probablement être une base. Et donc après on va aller voir maintenant dans l'usine qui est à côté, qui elle va mettre en application l'utilisation de ces moules. D'accord. Allez, on passe à la fabrication proprement dite en fait. Voilà.